comment c'est possible que l'endomètre soit capable de se renouveler dans une vie comme 400 fois environ, sans perdre aucune fonction. La recherche au niveau des cellules souches du sang menstruel est très prometteuse. Autant que d'autres cellules souches similaires qu'on peut trouver dans la moelle osseuse. Alors qu'elles ont un pouvoir de régénération, de réparation incroyable. On peut vraiment avoir 3 microbiotes juste dans notre organe reproducteur. Donc l'utérin, le cervical et le vagin. Avant nos règles, par exemple, on avait une infection ou on avait une condition gênante pour notre immunité. Et cet afflux-là de cellules immunitaires durant cette période de règles va vraiment faire une trêve. Donc, dans le sens qu'elles vont attaquer les bactéries infectieuses et donc on va avoir pas mal moins de symptômes d'infection pré-règles. Je m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Hey, salut Anna, comment ça va? Ça va très bien, Marielle, et toi? Oui. Est-ce que tu veux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et pourquoi je t'ai invitée ici aujourd'hui? Avec plaisir. Je suis Anna Manaï. Je suis la fondatrice de Vahana, une compagnie qui se veut leader dans la longévité. Et donc, je m'intéresse tout particulièrement au corps humain et à toutes ces façons de se renouveler pour ralentir le vieillissement. Puis là, dans le fond, nous, on s'est rencontrés. Moi, j'avais un kiosque à Anata Fest. Oui. Tu étais là. Et là, tu m'as parlé que toi, tu t'intéressais beaucoup aux cellules souches. Effectivement, ouais. Oh, mais quel sujet fascinant. Donc, les cellules souches, c'est vraiment ce qui a démarré mon idée d'entreprise tout d'abord. OK. Oh mon Dieu, je savais même pas à ce point-là que ça avait eu de l'influence sur ton entreprise. C'était le lien avec les menstruations, mais... Okay. C'est vraiment mon idée qui a évolué à partir justement d'une information d'un podcast que j'ai écouté sur les cellules souches. L'idée par un chercheur québécois, d'ailleurs. OK. C'est quoi le titre? T'en rappelles-tu du titre du podcast? Le podcast en tant que tel, non. Par contre, le chercheur québécois, c'est Christian Drapeau. Okay. Donc, c'est vraiment un expert en cellules souches. Bon, maintenant, il est basé aux États-Unis. Mais en fait, je suis tombée sur un podcast où il était invité et où il a présenté un petit peu ses recherches. Et à ce moment-là, dans ma vie, du moins, j'étais beaucoup en train de rechercher des solutions pour la régénération cellulaire et la réparation des tissus. OK. Parce que j'avais mes parents qui subissaient des chirurgies. Et avec l'âge... tu veux dire des chirurgies... corporelles. Donc, ils avaient... mais je veux dire à l'oreille, non, vraiment... OK, parce que, mettons, début perte cancer, d'audition ou bien perte de vue, une cécité ou un décollement de la rétine. Donc, okay. Et donc, c'était très soudain, si on veut, comme événement. Et donc, j'étais à fond en train de rechercher... pour me renseigner qu'est-ce qu'on pouvait faire comme alternativement à la médecine conventionnelle, si on veut. Ah, OK, pas pour aider. Moi, je pensais, il y avait eu plein de chirurgies et j'ai pensé à la cicatrisation. On n'en est pas là du tout. Quelque part un peu. Okay. En fait, c'est pour préparer à savoir vraiment, sachant déjà que ce sont des personnes âgées qui ont un système immunitaire pas très fort, que toutes les opérations ou chirurgies qu'on effectue à un certain âge sont risquées. Bien sûr, mon inquiétude m'a fait rechercher. Donc, les diagnostics déjà des médecins sont pas souvent positifs, surtout pour les personnes âgées. Donc, les périodes de cicatrisation sont extrêmement longues, les taux de réussite sont faibles. Donc, oui, c'est inquiétant. Donc, ça m'a motivée à chercher. Donc, en tombant sur ce podcast-là de fil en aiguille. Donc, j'ai suivi le personnage. Donc, en l'occurrence, Christian Drapeau, ce docteur-là, en recherche. Et donc, mais là, qu'est-ce qui a piqué ta curiosité, dans le fond, dans le podcast? Qu'est-ce qui t'a trouvé si fascinant des cellules souches? Pour que nous aussi, là, on aille la base, petite alors, piqûre de la passion. Les cellules souches, c'est hyper intéressant.
Déjà, ça paraît nouveau, un peu comme sujet de discussion. On n'est pas vraiment au courant où on les trouve, alors qu'elles sont dans tous nos tissus, dans nos os. Elles sont là. On ne connaît pas vraiment leur pouvoir, alors qu'elles ont un pouvoir de régénération, de réparation incroyable. OK, veux-tu nous dire qu'est-ce qu'une cellule souche de bord? Qu'est-ce qui différencie une cellule souche d'une... Cellule normale. OK, oui. OK, une cellule souche a un pouvoir. Son pouvoir, en fait, plus qu'un pouvoir, mais on va dire 3 grands pouvoirs. Comparé à une cellule déjà identifiée, fonctionnelle, par exemple une cellule musculaire, elle est là, sa fonction est pour le tissu musculaire en fonction de l'activité, respiration, etc. Une cellule souche, c'est une cellule qui n'est pas différenciée. Donc, elle n'est pas musculaire, elle n'est pas osseuse, c'est pas une cellule de sang, c'est une Mais cellule elle est contenue dans le muscle. Oui, C'est dans ça, les là. tissus. Donc, il y a une petite partie, OK. il y a une petite quantité de cellules souches dans tous nos tissus, donc musculaires, nos os, nos cartilages, etc. Il y a des cellules souches qui sont là. Oh, attends, mon Dieu. Dans nos os, ça s'appelle des tissus? Oui. OK. les tissus. Non, mais excuse-moi, là, c'est ça, je suis vraiment inculte, là, je sais pas. Donc, dans le fond, Pour moi, un tissu, c'est comme, mettons, De la les peau. tissus du muscle, ou ce qui est plus mou, là, dans ma tête de OK. personne non scientifique. Là. ben disons que dans l'os, Oui, il y a une moelle. t'as raison. OK. Donc, c'est pas figé. Ah oui, mais à l'intérieur. À Donc, l'intérieur. il n'y a pas de tissu dans la partie dure, blanche Non. qu'on voit. OK. Donc, OK. C'est vraiment- Donc, merci de m'avoir éclairé. Ça fait, dans la moelle ça me fait osseuse. bien le voir. OK. Donc, c'est ça. Et donc, par exemple, un os, par exemple. Oui. Pour nous, c'est un peu comme inerte, quoi. On a l'impression que c'est de la matière rigide qui Ben, ne d'où vit ma pas, question, finalement. là, tu sais. Et pourtant, tu sais, quand on se pose la question, ouais, mais comment un os, quand il est brisé, ben, il se répare. Mhm. Donc, il y a quelque chose de vivant là-dedans. Mhm. Eh ben, ce sont les cellules souches à l'intérieur de la moelle osseuse. Ah! Donc, on a de la moelle osseuse dans chacun de nos os OK. à l'intérieur. Et ces cellules souches-là traversent les différentes couches et se différencient. Donc, s'il y a une brisure, elles sont bien localisées. Boum, elles se différencient en cellules osseuses à ce moment-là. Mais quand elles sont cellules souches dans l'os, elles ne sont pas forcément osseuses. Elles peuvent sortir. Donc, c'est-tu comme une chenille qui peut devenir papillon, mais un papillon ne pourra jamais devenir chenille? Une fois qu'elle est Une transformée? fois qu'elle est différenciée, Ouais. on va dire que c'est fini. Donc après, la recherche permet aussi de... Oui, c'est le même principe qu'une chenille, une cellule C'est souche quand elle devient une différenciée. qu'on dit. Oui, donc dans le fond, cette cellule-là, c'est comme une master key, si tu veux. Dans un autre podcast que j'ai écouté, il comparait les cellules souches, en fait, à une espèce de petite armée. OK. Donc, t'as le général qui peut devenir tout ce qu'il veut. Tu sais, il peut faire tous les rôles qu'il veut. Et ensuite, tu as différentes hiérarchies qui suivent. Et finalement, dans leur niveau, elles peuvent pas devenir n'importe quel pion, si on veut. Donc, les cellules souches, elles sont pas toutes égales. On a des cellules souches. Ah, OK. Oui, donc il y a des cellules souches embryonnaires, il y a des cellules souches adultes. Ouais. Et puis, il y a des cellules souches du cordon ombilical. Et il y a des cellules souches des tissus. OK. Il y a des cellules souches donc dans le sang menstruel. C'est vrai, hein? Ouais. Parce que c'est l'intérieur d'une muqueuse. C'est l'intérieur de l'utérus, ça? Oui. Ben, c'est une muqueuse. C'est dans l'endomètre. Ouais. Elle se situe dans l'endomètre, oui. Donc, ces cellules-là sont capables de se différencier. Donc, elles ne peuvent pas se différencier toutes en la même cellule ou en une cellule spécifique. Souvent, elles ont un choix limité de différenciation, mais il y a quand même un choix. Donc, elles peuvent devenir... Donc, on pourrait, par exemple, prendre une cellule souche qu'on trouve dans notre endomètre,
la cultiver, la mettre dans un milieu pour qu'elle se différencie, parce que ça lui prend des signaux, des facteurs. Ça lui prend un milieu. OK. Une cellule souche, faut qu'il y ait des signaux. Elle est très influençable par son environnement. Oui, il faut qu'il y ait des signaux. Même pour qu'elle décide justement de se mettre dans la circulation sanguine, il faut qu'il y ait des signaux. Peux-tu nous donner des exemples de signaux qu'on peut avoir? Ce sont des facteurs, ce sont des molécules. Ce sont des molécules, par exemple, qu'on appelle par exemple, donc, 34+, mais ça par exemple, lors de mon cycle menstruel, mes ovaires envoient mon cerveau envoie des signaux à mes ovaires qui libèrent des hormones. Et là, c'est ces signaux-là qui disent, bon, ben là, l'endomètre, maintenant, OK, on évacue. Mettons, je donne un exemple. C'est ce genre de signaux, genre des choses qui se passent? Ce qui va se passer, plutôt, c'est au niveau des cellules souches dans l'endomètre, c'est qu'elles vont être activées pour augmenter l'épaisseur de l'endomètre. Mm-hmm. Donc, peut-être que mon moment du cycle n'était pas bon, là, mais tu sais, mettons, oui, là, c'est le temps de l'épaissir plus, mettons. Exact. Donc, ces cellules-là vont être activées et vont commencer à proliférer, donc à se doubler. Elles sont capables de se renouveler, donc à se copier à l'identique. Et elles sont aussi capables de faire une copie d'elles-mêmes. En fait, c'est comme une division asymétrique qui va se passer. Elles vont se copier elles-mêmes, puis l'autre moitié va devenir une cellule qui va se différencier. Donc, on n'en perd pas. Quand elles vont se diviser, il y en a une qui va rester une cellule souche. OK. Et l'autre qui va avec les facteurs de l'environnement, des signaux, elle va dire, finalement, je vais devenir une cellule de l'endomètre. C'est vraiment une division cellulaire et elle garde la même information génétique à l'intérieur. OK? Donc, quand elle va faire une division symétrique, c'est juste une cellule souche qui va donner 2 cellules souches. Quand il y a des signaux de différenciation, par exemple, quand on a une grande inflammation, donc il y a plein de signaux dans notre corps, des signaux inflammatoires et d'autres signaux qui vont être dans notre circulation sanguine vraiment, et que ces cellules souches-là perçoivent ce message-là, elles vont se diriger dans la circulation sanguine et suivre un peu le courant jusqu'à la zone justement où il y a le plus de facteurs pour soit devenir de nouveaux muscles parce qu'il y a eu une déchirure musculaire, soit de nouveaux os parce qu'il y a eu une fracture, etc. OK. Elle peut se diviser. Elle se dédouble, si on veut. C'est ça. Elle se clone. C'est ça. Elle se dédouble, mais après ça, la cellule qui est restée cellule souche, la partie qui est restée cellule souche, elle, est-ce qu'elle va encore pouvoir se dédoubler? Exact. Ah oui, OK, donc c'est ça, là. OK. Exact. Donc c'est sans fin, là. Tant qu'elle garde ses caractéristiques de cellule souche. J'ai dit c'est sans fin, là. Je me dis, quasiment sans fin. Oui, vas-y. Il y a une limite. Oui, il y a une limite. La limite de division cellulaire, si on veut, c'est la longueur des télomères. Donc, des télomères? Oui, c'est les bouts des chromosomes. Donc, dans le fond, ça limite la capacité de division d'une cellule. Et ça augmente le vieillissement. Mais ça, c'est généralisé, là. À chaque division, ces télomères-là raccourcissent. Exactement au bout du bout on a fait toutes les divisions du monde. Oui. Les télomères, la longueur des télomères est à sec. Oui, il n'y en a plus, à un moment donné. Alors là, est-ce que cette cellule-là, sans division, va être capable de se différencier? Probablement. Donc, dans le sens que... OK. Donc, une cellule souche reste tout le temps une cellule souche. Elle peut toujours se différencier. C'est ça. Mais donc, une cellule souche peut se diviser de 2 façons. Okay. Si elle se divise de façon symétrique, elle donne 2 cellules souches. Et ainsi de suite. Donc, elles peuvent proliférer. On peut faire des cultures de cellules souches. On peut extraire des cellules souches de ton corps. Par exemple... à chaque mois, tu dis, mais mon sang menstruel en est plein. Exact. Donc, à chaque mois, évidemment, il y en a plein qui sortent. Exact. Ou cycle, chaque cycle. Ouais. Donc, par exemple, ça, c'est une façon vraiment non invasive de récupérer des cellules souches. Alors, pourquoi on voudrait récupérer nos cellules souches du sang menstruel?
Dans quel contexte? Il y a plusieurs applications, en fait. Il y a plusieurs essais précliniques pour l'instant, principalement. Donc, non appliqués. Préclinique veut dire vraiment non appliqué sur les humains pour l'instant. OK. Donc, ou alors sur les animaux. Ah, mais de toute façon, là, on est dans la réflexion, puis on se pose des questions, puis on veut savoir les avancées de recherche sont rendues où. Fait que en toute honnêteté, ce n'est pas autant poussé que d'autres cellules souches, par exemple. Ah, les cellules souches du sang menstruel? Exact. Ah, OK. Donc, c'est pas pourquoi. C'est une bonne question. Parce qu'il me semble que ça semble être une façon facile d'aller en chercher. Mais peut-être pas, là. Peut-être que finalement, non, parce qu'une fois qu'il passe par le vagin. Non, c'est pas forcément ça, je pense, le souci. Après, juste un exemple, au Canada, au Québec, il y a à aucun endroit on peut faire de don de sang menstruel pour la recherche, pour l'extraction de cellules souches dans le sang menstruel, à aucun endroit. OK. Ah, c'est drôle, on se pose la question par rapport comment ça que les produits menstruels sont encore testés avec de l'eau. Puis il me semble qu'il y a assez de personnes menstruées sur la planète que ça serait facile de juste aller en collecter, tu demandes à tes voisins. Ouais. Prochaine fois, vous êtes menstrués. Après, c'est délicat. Peut-être que c'est encore tabou. Aussi, souvent, tout ce qui est relié à la femme est un peu plus en retard. Je pense qu'on est un peu plus en retard parce par rapport sont à ça. moins importantes, ces cellules-là souches, que d'autres qui sont plus étudiées? Pas moins importantes, mais tu sais, sont peut-être moins utiles? Au niveau de leur capacité de différenciation, non. Ce sont des cellules qui sont capables... Je suis dans la compassion des chercheurs ici. Tu vois, les cellules souches du sang menstruel, dans les essais cliniques, du moins, qui ont été réalisés, précliniques, peu importe que ce soit juste en laboratoire, sur donc in vitro, donc dans des cultures, ou alors sur des animaux, c'est quand même très prometteur. Autant que d'autres cellules souches similaires qu'on peut trouver dans la moelle osseuse. Donc, et qu'est-ce que c'est prometteur pour? Ça va te paraître peut-être fou, mais donc ils ont, sur les animaux du moins, ils ont prouvé que en injectant ces cellules souches-là, même si elles viennent d'un sang menstruel humain, ça a marché, hein. OK. Ils pouvaient réparer des cœurs suite à un infarctus, par exemple. Ils pouvaient améliorer la cicatrisation des tissus. On injecte dans le sang, avec une petite seringue, là, Oui, intraveineuse. OK. Ouais, une injection intraveineuse de ces cellules souches-là. Donc, mais voilà, c'est pour ça qu'on faut en apprendre sur les cellules souches. Ce sont des cellules souches, c'est tout autant capable de se différencier. Ah non, mais moi, je trouve ça fascinant positivement. Le pouvoir de ces cellules souches-là est très intéressant, sous-exploité. Donc après, de savoir pourquoi, c'est peut-être la méthode, c'est peut-être tabou, c'est peut-être... Après, oui, est-ce que... mais non, mais la question, c'est de savoir... avec les femmes, je sais pas. Est-ce que c'est aussi... est-ce que c'est parce qu'il y a moins de potentiel d'avancée technologique? Tu nous as répondu non. Après ça, là, on n'a pas à... Après, ça a aussi été découvert un peu plus tard que les autres cellules souches. Donc, la question, c'est ça. Je pense que la question n'a pas été levée très tôt, en fait. Si tu veux, les premières découvertes datent des années 2000 et même pour le sang menstruel, ça. Oui, juste pour... Même, c'était juste une question. Une scientifique s'est posé la question enfin, juste dans les années 2000, mais comment c'est possible que l'endomètre soit capable de se renouveler dans une vie comme 400 fois environ, sans perdre aucune fonction. C'est à l'identique. C'est un nouveau... Tu te recouples, tu sais, il va y avoir. Mais l'endomètre, lui, à l'identique, quoi. Donc, tout en ayant les mêmes fonctions d'accueillir donc la vie, etc.
Ouais. Donc, sans problème, à moins que ce soit une personne qui vive dans des conditions spéciales, mais Ouais. en règle générale, c'est quand même... je trouve que se poser cette question-là juste dans les années 2000, je pense que moi, enfant, je me posais déjà même la question, comment c'est possible que ça se renouvelle tu sais, à tous les mois, quoi. Tous les mois, Ouais. la paroi utérine se renouvelle à l'identique dans l'espoir d'accueillir un petit embryon Ouais. dessus. Et donc, les fonctions sont neuves. C'est une remise à neuf tous les mois. Et donc, donc là, après, oui, on en trouve dans le sang menstruel, mais en fait, c'est parce que il y a des fragments de cet endomètre-là qui s'y retrouvent. Mm-hmm. Donc oui, tiens, tu sais, il y a eu une trace de justement la dégradation de la paroi utérine. Donc, finalement, pourquoi qu'il y a personne qui a posé la question, mais... C'est ça, parce que dans le fond, la différence dans notre sang régulier, il n'y a pas de tissu. Donc, c'est pour ça que dans notre sang, c'est pour ça que tu tiens à spécifier la distinction entre le sang régulier et le sang menstruel, parce que dans le sang menstruel, il y a des cellules souches parce qu'il y a des morceaux de la muqueuse. Exact. Après, dans le sang menstruel, oui, il y a du sang. Il y a des fragments de la muqueuse, de l'endomètre. Il y a aussi beaucoup de cellules immunitaires. Il y a aussi des sécrétions vaginales, cervicales dedans. Il y a aussi le microbiote qui est dedans. Oui. Ah, est-ce que tu t'en connais un peu sur le microbiote intra-utérin? Oui, donc déjà, il y a le microbiote de l'utérus qui est différencié vraiment du microbiote vaginal. Donc, on peut vraiment avoir 3 microbiotes à l'intérieur de notre corps, en tout cas dans notre partie. Ben, en fait, juste dans notre organe reproducteur. Donc, l'utérin, le cervical et le vagin. Donc, ça pourrait être 3 microbiotes différents. C'est intéressant, le cervical aussi, j'avais juste jamais réfléchi. Là, okay. Et donc, c'est pas totalement différent, c'est juste que finalement, dans le sang menstruel, ben, on retrouve un peu de tout parce que ça s'écoule à travers ces 3 régions-là. Mm-hmm. Et donc, finalement, le microbiote est un mix de plusieurs choses que l'on trouve plutôt spécifiquement, soit dans le vagin, soit au niveau du col cervical, soit plus haut. Donc, c'est très particulier. C'est sûr que le sang menstruel, il y a un certain pH qui n'est pas idéal forcément pour le microbiote. Donc, le microbiote, lui... Le microbiote vaginal ou intra-utérin? Non, on reste dans cette région-là là, de l'utérus et du vagin. Oui, donc, le vagin, lui, donc le pH, il est très bas en général. Et le microbiote, ils vivent dans un environnement avec un pH très acide, donc très bas, donc ils sont bien. Lorsqu'on arrive en période de règles, eh bien, le sang menstruel, il a un pH supérieur à 7. Donc, ça peut dérégler notre microbiote, le fait qu'on ait un écoulement de sang. Pourquoi c'est grave que ça débalance? En fait, c'est le côté fragilisant qui peut nous affecter, en fait. C'est que nos bonnes bactéries qu'on a besoin justement pour avoir un environnement qui ne laisse pas proliférer des mycoses ou tout type d'infection, tout type d'infection ou de levure, etc. Donc, nos bonnes bactéries-là sont affectées par le sang menstruel, de base. Mm-hmm. Donc, après, plus elles sont en contact, en fait, puis pire que c'est juste qu'après les règles, il va falloir essayer de booster ce microbiote-là pour qu'il revienne rapidement à une distribution saine. Donc, on ait des bactéries saines en quantité suffisante. Donc, aussi rapidement que possible après
après nos règles pour que justement on soit moins affecté par le risque, tu vois, de développer des bactéries ou des mycoses opportunistes, si tu veux. Fait que là, mon Dieu. Mais par contre, Ouais. un truc très intéressant, c'est que le sang menstruel, il est riche en cellules immunitaires. Ben c'est ça. C'est pour ça que je pensais que... Cellules immunitaires, c'est pas cellules souches. Donc là, les cellules souches, elles, qui sont capables de se différencier, elles sont, si tu veux, perdues un peu dans le sang menstruel. Elles sont perdues. Donc ça, on va les mettre de côté pour l'instant. Par contre, le sang menstruel, il est riche en cellules immunitaires. Et ces cellules immunitaires-là, eh bien, elles sont riches, par exemple, en cellules NK. Les cellules NK, c'est les natural killers. Ce sont des cellules qui peuvent même éliminer les cellules cancéreuses. OK. Et donc, comme je disais, le sang immunitaire on en a quand même pas mal. Donc après, on parle de peut-être 10%. 10% du sang menstruel qui est fait de cellules immunitaires. OK. Et donc, c'est quand même intéressant parce que ces cellules immunitaires-là sont actives. Et elles n'ont pas besoin d'être dans une circulation sanguine ou de signaux, etc. Elles y vont, elles attaquent, elles reconnaissent les bactéries, puis c'est la guerre. Et donc, c'est pour ça aussi qui est intéressant durant les règles, c'est que, des fois, si avant nos règles, par exemple, on avait une infection ou on avait une condition, en tout cas, gênante pour notre immunité, et cet afflux-là de cellules immunitaires durant cette période de règles va vraiment faire une trêve. Donc, dans le sens qu'elles vont attaquer les bactéries infectieuses et donc on va avoir pas mal moins de symptômes d'infection pré-règles. Oh mon Dieu, je pense que c'est d'où l'importance de toujours essayer de regarder les choses de manière holistique, tu sais, dans son ensemble. C'est pour dire que vraiment le sang menstruel, il est riche, oui, en cellules souches pour la recherche. Donc, pour le moment où il s'écoule en nous, non. Pas, au niveau des cellules souches, ça n'est pas intéressant pour le moment. Par contre, ce n'est pas que les cellules souches, comme je disais, c'est 1%, c'est 0,1%, je crois, les cellules souches dans le sang menstruel. OK. Par contre, on parle de 10% de cellules immunitaires. On n'a pas besoin de beaucoup, puis on peut les cultiver. Mais c'est ça, là, tu sais. Mais cellules immunitaires, oui. Et aussi, donc, tous les facteurs, justement, de l'immunité et aussi anti-inflammatoires qu'on peut trouver dans le sang menstruel, c'est bien intéressant. Puis là, les études que tu nous as parlé tantôt, là, quand ils injectaient des cellules souches et que le corps se réparait, le corps d'une souris? D'une souris, par exemple, oui. Le cœur, après un infarctus, oui. Sais-tu à peu près dans combien de temps on prévoit l'essayer sur des humains? Non, mais on parle-tu d'années? On parle-tu de mois? Alors, déjà... Et peut-être que tu ne sais pas, je te pose la question qu'au tu sais. Là. En vrai, je ne sais pas si on a dépassé le stade de recherche. OK? Ce que je sais, c'est qu'il y a quelques pays, et ça se compte sur les doigts d'une main, qui qui récoltent les dons de sang menstruel, donc notamment la Grande-Bretagne. Et sais-tu comment ça se fait logistiquement? La personne c'est avec la coupe. Avec la coupe. C'est avec la coupe qu'ils demandent souvent donc à ceux qui veulent faire des dons de prélever leur sang. Ouais. Et puis, ils l'apportent à leur laboratoire. Non, mais tu sais, vraiment, peut-être ça n'intéressera personne, mais logistiquement, est-ce qu'il faut que ça soit gardé à une température? Est-ce qu'on s'en fout, on le met au frigidaire? Parce que quand tu le mets au réfrigérateur, je me dis ça doit
faire modifier? J'imagine que oui, si on veut éviter une prolifération de bactéries. Parce que déjà, de base, comme je disais, le pH est relativement élevé. Il est plutôt compatible avec des bactéries qui peuvent proliférer. Il est chaud. Donc oui, c'est comme n'importe quel aussi prélèvement de sang. J'imagine qu'on le conserve à des températures qui vont limiter la prolifération de bactéries ou d'autres affaires pathogènes. Fait que l'hypothèse, ce serait qu'au lieu d'avoir... Ah non, parce que tu m'as dit qu'ils ont toutes des fonctions différentes. Fait que j'allais parler du sang de cordon, que ça pourrait peut-être éventuellement remplacer ce qu'on veut faire, ce qu'on fait présentement avec le sang de cordon. Ou c'est complètement deux sujets? En fait, le sang du cordon ombilical, il est un peu plus potent, si on veut, que les cellules souches. Donc ça, on veut encore faire des tons de cordon, là. Ouais, c'est ça. Donc le sang du cordon ombilical peut se différencier en une plus grosse quantité ou sorte de cellules comparée à une cellule souche adulte du sang menstruel. Mais selon ce qu'on va en faire, des fois, c'est pas nécessaire. Oui, c'est sûr que ce qui est facile avec le sang menstruel, c'est qu'on peut le collecter facilement tous les mois. Ah ouais. Sans chirurgie. Et c'est comme tu dis, facilement. Sans douleur, si on veut. Oui. Ça dépend des personnes. C'est pas invasif, en fait. Ouais. Donc, on le collecte. Mais non, tu as raison, c'est sans douleur parce que de toute façon, c'est pas la collecte qui est douloureuse, c'est la contraction. Ouais. Donc, c'est sans douleur, tu as raison. Crampe, oui. C'est la sensibilité aussi de la personne, son niveau d'inflammation aussi. Donc, elle va... Oui, mais ça n'a pas rapport avec la collecte. Exact. Donc, la collecte, elle est là, elle est disponible. Et voilà, au lieu de voir le sang menstruel comme un déchet, finalement, qui s'en va aux toilettes, essayer de le valoriser. Wow. Donc, pour le valoriser, c'est ça, c'est voir avec la recherche, justement, comment extraire ce 0,1% là de cellules qui sont des cellules souches et les cultiver et voir qu'est-ce qu'elles émettent comme signaux, parce que les cellules souches, elles émettent des signaux anti-inflammatoires. Oui. Elles communiquent. Elles sont des cellules qui communiquent et qui peuvent se différencier, qui ont des récepteurs à leur surface pour voir justement quel est le message, où est-ce qu'il faut se rendre. Donc, quand elles sont injectées dans le sang, elles sont, si tu veux, attentives aux signaux. Et en se promenant, elles iront un peu... Où on a besoin d'elles. Où on a besoin d'elles. Donc, une même batch, si tu veux, de cellules souches, va peut-être injecter dans ton corps, va peut-être faire différentes choses. Donc, il y a une équipe qui va aller dans ton cerveau. Donc, il y a des molécules. Parce que ça arrive de l'externe, mais dans le sang. Dans le sang, quand par exemple tu as une fracture ou une inflammation, les cellules qui sont dans le feu de l'action, elles vont libérer des signaux, des molécules qui ont pour message de dire on a une blessure là. Donc amener. OK. C'est parce que donc, mais un peu ça, tu sais, c'est elle. Ça circule dans le sang, donc ton sang est porteur de messages. Ouais. Et donc... mais elle les écoute. Elle sait comment les écouter. Oui, c'est le même principe que les cellules immunitaires. Donc, ils se transforment. Tu sais, quand tu as une plaie, puis que tu as des cellules immunitaires qui viennent, et puis que tu vois que ça commence à avoir du pus ou un début de cicatrisation, etc., c'est qu'il y a eu des signaux qui ont fait que notre système immunitaire s'est activé, a libéré des cellules immunitaires qui se sont dirigées, pas par hasard, mais au bon endroit. Ouais. Et c'est un peu ça. Donc, c'est la façon que notre corps a de communiquer. Donc, en envoyant des signaux de ces petites molécules-là qui vont faire qu'une cellule souche qui n'est pas différenciée peut aller se diriger à un site précis et à cet endroit-là se différencier au muscle ou au tissu qui est là et s'y accrocher. Elle se transforme, donc dans le fond, c'est juste que elle va recevoir des signaux qui vont activer en elle des fonctions différentes. Ouais. Et donc,
au lieu d'être une cellule à tout faire, à devenir n'importe quoi, elle va prendre le moule des cellules dans le tissu dans lequel elle s'est accrochée. Et donc, elle va devenir une cellule musculaire, par exemple, s'il faut. Et voilà, avec les caractéristiques même. Et une fois qu'elle est différenciée, naturellement, elle peut plus redevenir une cellule souche, elle peut plus redevenir autre. Tu vois, mais comme tu dis, heureusement, il y en avait juste redevenir autre chose. Qui était, il reste la cellule, l'autre moitié. Donc voilà, avant, quand la division s'est faite, la division asymétrique, la cellule souche a conservé son identité première et a libéré une cellule fille, qu'on veut dire, tu sais, une cellule mère, une cellule fille. Ouais. Une cellule mère se divisant en deux, donne 2 cellules filles. OK. Soit identique à elle-même, donc finalement non différenciée, soit une identique à elle-même et l'autre qui va aller dans l'action pour devenir une cellule particulière. Mais une fois qu'elle s'est particularisée, il n'y a plus de marche arrière. Donc là, elle est accrochée au tissu, puis elle a créé un nouveau tissu. Donc, au final, les cellules souches sont capables de se renouveler, donc s'auto-renouveler, donc de conserver son nombre. Donc, les cellules souches conservent leur nombre. Elles sont capables de se différencier pour aller renouveler des tissus ou réparer des tissus. Donc c'est ça. Et un autre exemple intéressant, donc avec l'âge, cette capacité-là de nos cellules souches, elles vieillissent un petit peu. Et donc, elles sont moins capables de se différencier rapidement, d'aller sur le site rapidement, etc. Et par exemple, la perte de densité osseuse, les os qui se fragilisent, etc., c'est en fait l'incapacité, si on veut, de nos cellules souches à accoter la perte. Donc, dans le fond, on a nos cellules meurent à un moment donné. Et ce qui fait l'équilibre, c'est que nos cellules souches sont autant capables, au même rythme qu'elles meurent, elles sont capables de se différencier pour compenser celles qui meurent. Et quand par exemple, on a une perte de densité osseuse, c'est qu'on a plus de morts de cellules que de renouvellement. Donc là, finalement, nos cellules souches n'ont pas été à la hauteur, justement, ou à la bonne vitesse pour compenser la perte. Et donc, c'est ça qui fait souvent le vieillissement. Moi, je trouve ça fascinant, puis je trouve ça vraiment, là, ça semble prometteur, les recherches. Ce que vraiment, ce sur quoi j'aimerais vraiment insister, c'est que la recherche au niveau des cellules souches du sang menstruel est très prometteuse. Donc, on a découvert en laboratoire, pour le moment, en tout cas, que donc les applications pour les cellules souches peuvent, donc on l'avait déjà parlé au niveau de la réparation cardiaque après infarctus, mais aussi cicatrisation cutanée, régénération de l'endomètre, donc pour celles aussi qui ont des problèmes d'endométriose. Attends une minute, réparation cutanée, ça veut-tu dire que si je me fais une petite blessure puis je prends mon sang menstruel puis je mets dessus, ça pourrait peut-être aider? Faudrait que je fasse ma propre recherche personnelle, tu me diras? Qu'est-ce que t'en penses? Je l'ai déjà faite. Est-ce que tu veux la réponse? Oui, je veux la réponse, oui! La réponse, c'est que s'il y a une plaie, ça pourrait, sauf que c'est pas conseillé, juste question de réinfecter. Salubrité, exactement. Parce qu'entre-temps. Parce que comme on dit, le vagin, c'est stérile. C'est pas stérile, ok. Les cellules sont dans un milieu, c'est ça, donc elles sont pas détachées de tout leur milieu, etc. Il peut y avoir des bactéries, le pH est plus élevé, donc il y a un risque d'infection. Donc c'est ça, mais vraiment. Ça n'empêche que si c'est très intéressant. Veineux, là, oui, là. Donc on parle dans ce sens de laboratoire, Ça, c'est sûr que
Aujourd'hui, toute précaution prise, on va te dire, c'est peut-être pas une bonne idée. D'accord? Ceci dit, dans les autres cultures, à travers le monde, ça a déjà été fait. Le sang menstruel a souvent été récolté et appliqué pour guérir de certaines choses. Est-ce qu'ils ont pris un risque? Certainement. Parce que, tu sais, c'est pas stérile, comme on dit, c'est pas encadré par un laboratoire. Donc, oui, peut-être qu'il va y avoir des bactéries, peut-être qu'au niveau de la manipulation, ça sera. Et là, on dit pas non plus que le sang menstruel guérit, mais on parle plutôt de potentiel et on parle de, c'est ça, les recherches. En termes de culture, tout ce qui est, donc, en Australie, dans les cultures aborigènes, en Égypte, dans l'ancienne Égypte, ils faisaient ça. Donc, il y a des traces de ça, de valorisation de ce sang sacré-là. Et aussi, en Amérique du Sud, il y a plusieurs peuples qui, en tout cas, qui considèrent que le sang menstruel est sacré et qui l'utilisent dans des applications de guérison, etc. Mais là, pour revenir à la thérapie de laboratoire, dans le fond, ça peut... En laboratoire. Réparation cutanée. Réparation cutanée et les lésions osseuses. Donc, ça n'empêche qu'elles ont un pouvoir autant qu'une cellule souche qu'on trouverait dans une moelle osseuse. Régénération de l'endomètre. Donc, ce qui est le gros paradoxe incroyable, on a des cellules souches et on souffre d'endométriose, très bizarre, tu sais. Donc ça sera peut-être un autre sujet. En effet, oui. Et puis, modulation immunitaire. Donc, ces cellules souches-là ont un gros impact aussi dans les modèles auto-immuns. Donc, ils ont appliqué ces cellules souches-là donc à des êtres vivants qui avaient des problèmes d'immunité et ça a réglé leur situation immunitaire. OK, wow. Modulateur Il veut que ces recherches-là continuent. Et soutien neuronal, donc au niveau du cerveau. Mettons peut-être pour l'Alzheimer? Oui, donc développement des neurones, réparation, protection neuronale. Donc, ça a été prouvé en laboratoire, leur efficacité. Donc là, on attend juste que s'il y a des tabous qui persistent, qu'on les abaisse et justement que cette ouverture de technologie et d'esprit et la capacité même à notre réseau, à nous, de recueillir des dons. Parce que ça, j'imagine que ça prend des installations peut-être différentes ou une collecte particulière. S'ils sont capables de le faire en Angleterre, pourquoi pas au Canada? Donc oui, c'est très prometteur. On lance l'idée. C'est trop prometteur. C'est sûr que aux États-Unis aussi, ça n'est pas. Non, mais là, ça, là, on n'est pas là pour parler de toutes les autres, mais on sait au moins que ça, c'est là, puis que potentiellement, dans quelques années, on en saura plus. En tout cas, dans quelques années, on en saura plus. C'est réellement la façon la moins invasive, la moins coûteuse de récolter des cellules souches. Donc, autant en faire bon usage. Oui, merci. Et puis pour terminer l'épisode, à chaque épisode, je demande toujours invité de me raconter comment elle a vécu ses premières menstruations. Toi, est-ce que tu t'en souviens? Oui. Veux-tu me raconter? Oui. Alors, pour moi, ce n'était pas un événement très joyeux. C'était vraiment dans la peur. OK. Et dans la douleur. Je pense que c'est la première fois que j'ai vécu ça de façon brutale. Et quand tu dis tu avais peur parce que tu savais pas qu'est-ce qui se passait? Ou? Oui, je pense que c'est en tout cas à l'âge que j'avais, c'était encore un peu tabou. T'avais quel âge? J'avais 10 ans. OK. Et c'est sûr qu'on n'en parlait pas. Ce n'était pas non plus un sujet d'école à ce moment-là. Est-ce que tu savais, quand tu as commencé à être menstruée, que les menstruations existaient? Oui. OK. C'est ça, on savait, mais après, je pense qu'on ne nous expliquait pas réellement les tenants et aboutissants de cette chose-là et à quoi ça servait. Mais la douleur était réellement extrême. Je pense que pour un jeune âge et comprendre qu'est-ce qui s'y passe. Et puis,
Est-ce que tes douleurs ont fini par passer? Oui, OK. oui, c'est sûr qu'avec le temps, premièrement, il y a la résilience du corps qui s'y fait, il y a l'acceptation. Puis après, je pense que quand on est jeune et c'est brutal, c'est notre corps, la première fois qui est confronté à ça, il doit être en panique totale. Mais non. Mais Après, je pense qu'il y a plusieurs façons aujourd'hui à comprendre comment le corps fonctionne pour gérer ces symptômes-là, autant prémenstruels que durant les règles. Et donc, parlais de ça à ta mère? oui, Oui, c'est ça. oui, mais ça c'est. Oh Je non, sais j'ai pas. senti que t'as pas eu l'empathie que tu recherchais à ce Oui, moment-là. mais je veux Mais est-ce elle te disait si elle en avait ou? Oui, mais pas particulièrement, mais c'est ça aussi, c'est, chacune a son expérience. Alors imagine si toi, ton expérience, elle est dans la joie, dans la féminité, dans la et qu'à côté de toi, il y a ta fille ou ta sœur qui est pas du tout. Tu sais, c'est un peu, c'est pareil pour les femmes enceintes, hein. Alors, tout le monde, voit ça comme, tu vas te sentir extrêmement bien et à côté, t'as la femme qui qui est là: «Attends, j'ai pas compris à quel moment c'était bien?» Tu vois? Ouais, mais Donc oui. donc imagine, justement être, tu sais, avoir des symptômes complètement différents de ce à quoi on t'a expliqué, tu sais, on t'a préparé. Mmh. Peut-être tu comprends pas sur le coup et donc l'expliquer aussi, tu es là: «Non, non, mais attends, c'est pas ça moi, mon corps, il réagit différemment». Tu veux dire pour l'expliquer, tu veux dire Heu, toi qui le vivais pour la première fois, tu oui, étais pas capable de bien nommer mais qu'est-ce oui, parce que j'en ai parlé à ma mère, elle était hyper joyeuse OK, et moi, j'étais OK, dans une douleur, mais atroce. OK, Donc tu je vois, comprends. OK, je comprends ce que tu essaies d'expliquer, donc là, le autant, clash. tu sais, elle arrivait pas non plus à comprendre ma douleur. Mmh. Et moi, j'arrivais pas plus à comprendre pourquoi qu'elle était heureuse Mmh. parce que je Tu ne souffrais là. l'étais pas, mais oui! Donc Ah wow! c'est assez drôle, même OK. au sein d'une même famille, comment, ça peut être différent. Et de mère-fille, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent Ah, souvent mère-fille, ça va être. Mais non, pas tout le temps. Là. Ouais. Peut-être que oui, peut-être, tu sais. Fait que Ah non, mais complètement mmh. différent. Chaque être humain est différent, même, 2 jumelles vivraient les choses, différemment, tu sais? Oui, 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 c'est ça. Mais tu sais, mettons qu'il y a des pathologies ou des, mettons, l'endométriose ou des Oui. affaires. Tu sais, des fois, ça se transmet génétiquement. Donc, si quelqu'un a beaucoup de douleurs, des fois ça se passe, là, de mère-fille, C'est mais vrai pas qu'il y a tout, certaines conditions. visiblement, pas tout le temps. Tu sais. Ouais. Mais en tout cas, mais merci du partage. Puis, Fait mais tu sais, c'est plaisir. parce que j'aime ça d'avoir plein d'histoires de tout le monde de la première fois parce que, tu sais, quand est-ce que tu entends des histoires la première fois que la personne a été menstruée dans les médias? Rarement, là. Tu sais, dans une entrevue de 7 minutes, peut-être Ouais. qu'une fois, tu as entendu quelqu'un. Mais là, d'en avoir plusieurs, là, je constate que chaque histoire est tellement unique. Tu sais, t'as des patterns qui se recoupent, mais sinon, je trouve ça bien. Comme ça, quelqu'un qui est dans cette situation-là, qui n'a pas de compréhension de sa mère, qui est dans la joie et la personne souffre, ben, elle pensera à toi, puis elle dira Ah, je suis pas toute seule en situation. Bah, ouais, Tu sais? c'est sûr que tu sais, démocratiser tout ça et puis en Ouais. parler un peu plus, je pense que ça ferait du bien et ça enlèverait cette peur-là que moi, je pense que la peur qui m'a habité le plus, c'était, j'avais pas envie de vieillir, j'avais pas en j'étais une OK. enfant, je veux Je dire, pensais que là, c'était les peurs parce que tu avais ah mal, oui, donc j'avais mal aussi, mais je tu veux dire, pensais mais que c'était c'est qu'est-ce peut-être que plus ça grave. tu sais, quand tu vis le moment Mhm. atroce comme ça où, c'est vraiment une déchirure interne, Mhm. comme semblable à ça, et tu là: «Mais qu'est-ce que va être ma vie? Est-ce que c'est déjà fini?» Tu vois, ça va loin comme réflexion, mais à Ouais. 10 ans, tu es là: «Non, je suis une enfant, je jouais encore, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va m'arriver?» Et donc OK. c'est toutes ces Ouais. questions-là que je trouve qu'on encadre peut-être pas assez nos jeunes. Ouais. Après, je sais pas aujourd'hui, hein, mais ça fait un certain Mais moment pour moi que tu ça vois, s'est passé. c'est vraiment intéressant ça parce qu'il y a des activistes aussi qui m'ont dit à plusieurs reprises, tu sais, tu ne deviens pas une femme quand tu as tes menstruations. Ouais, De nos jours, là, il y a des personnes qui sont menstruées à 7 ans. ouais, Donc, tu sais, d'enlever cette. Parce que si tu entends ça toute ton enfance, ah, tu vas voir, quand tu vas devenir une femme, tu sais, tu vas être menstruée. Mais
on dirait Ouais. que tu avais... Tu sais, même si Déjà personne entendu te ça, l'a ouais. dit, même si personne te dit cette phrase-là à toi directement, Ouais. tu as perçu ça soit de par les non-dits, ne pas en parler, là. C'est pas vrai que c'est la solution Ouais. à l'éducation aux enfants. Là, tu sais, Ouais. l'enfant, il fait juste percevoir que, OK, ce sujet-là, il faut pas en parler, je poserai pas mes questions aux personnes que je sens qui trouvent ce sujet-là tabou. Ils vont juste se référer vers d'autres ressources, des fois qui sont peut-être moins fiables ou pas. Ouais. Mais Ça n'empêche que c'est sûr que ça te change, même si, oui, tu deviendras pas femme avec ça, mais ça n'empêche que tout le cycle hormonal que ça l'implique, ça te change. mais ça a raison. C'est c'est Ouais, fou. ouais. Alors est-ce que, tu sais, après, tu sais, apprivoiser ce changement-là Mm. à un si jeune âge, tu sais, pas comprendre pourquoi euh, tu tu vis des émotions C'est pour ça qu'il faut en parler. sans source. C'est pour ça qu'il faut en Ouais, parler. Pour ça que moi, là, je veux tellement là, qu'on arrête de juste parler des menstruations juste au secondaire. Pas qu'il est jamais trop tard pour apprendre. Ben oui, mais c'est parce que tu veux être préparé aussi quand ça t'arrive les premières fois. Tu sais, il me semble que moi, si j'avais juste su ça au secondaire, j'ai ma collègue, elle pensait qu'elle était en hémorragie. Tu sais, elle n'en a pas parlé à sa famille pour pas déranger les plans. Non, mais tu sais, il y en a de tout. Tu sais, quand tu parles pas de quelque chose, c'est pas la solution. Là. Ça va surtout pour un phénomène que il va se passer, c'est sûr, là. Oui. Si la personne est en bonne santé, là, inévitablement, dans sa vie, elle aura au moins une fois qu'elle a des règles. Ou peut-être pas si elle prend la pilule avant, mais bon, Oui. ça reste une Mais comme je te dis, jusqu'à 400 fois, là. Ben oui, c'est ça. C'est capable de se régénérer. Parlons-en partout. Fait que comme ça va peut-être inciter à faire plus de recherches. Puis là, ben, on pourra bénéficier éventuellement un jour des résultats de la recherche. Yes. Merci, Merci à Anna. toi. À bientôt. Bye.